Bien, bonjour. Donc dans ce nouveau cours, on va commencer à mettre en œuvre les méthodes de résolution par transformation de Fourier. On va travailler aujourd'hui, dans ce cours-là, sur l'équation des ondes en une dimension. On va voir progressivement l'équation de la chaleur puis l'équation de la place. Donc l'équation de la place sera en deux dimensions, l'équation de la chaleur ce sera aussi à une dimension dans un premier temps, puis après on verra comment on généralise à plusieurs dimensions. Et pour commencer, commençons. Donc d'abord l'introduction générale de la méthode, parce que grosso modo ça devient assez systématique la façon de travailler maintenant. Pour résoudre une équation à dérivée partielle, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par transformer l'équation dérivée partielle pour obtenir une équation différentielle ordinaire qui portera sur la transformée de la fonction u inconnue. Après, on résout cette équation différentielle, et ensuite, sur la solution de cette équation différentielle, on fait la transformation inverse pour obtenir la solution u. Voilà, donc ça c'est la méthode générale. Et maintenant, commençons par illustrer ça en étudiant l'équation des ondes. Donc d'abord l'équation des ondes, pour se rappeler, c'est la dérivée partielle seconde de u par rapport au temps égale c carré d de u sur dx2, qu'on voit ici, assortie de deux conditions initiales, u de x est de 0 égale f de x, et la dérivée partielle de u par rapport au temps de x à l'instant initial égale g de x. Donc ça, moralement, c'est une accélération, et ça, c'est une position initiale sur le système. Et maintenant, comme on travaille sur la transformation de Fourier, les variables d'espace sont d'ailleurs implicitement là, moins l'infini plus l'infini pour les x. Donc on commence par faire la transformée de Fourier en x, et du coup notre équation devient u chapeau, donc transformée de u, qui est maintenant en fonction de oméga, et plus de x et de t, d'accord. Et on prend sa dérivée partielle seconde par rapport au temps, donc c'est d2 u chapeau sur dt2, égale, et cette fois-ci, comme on a pris la transformation par rapport à l'espace, on se rappelle que la dérivée quand on passe par la transformation de Fourier, nous donne un terme i oméga, qui passe ici au carré. Et donc ce qu'elle est devenue maintenant, c'est moins oméga 2 C2 u chapeau oméga t. Et ça, effectivement, c'est une équation différentielle, tout ce qui est de plus ordinaire et qu'on sait résoudre facilement. On va le voir après. Ensuite, on prend aussi la transformée de la condition initiale. Donc u de x est de 0 devient u chapeau de oméga est de 0. Et on a f de x qui devient sa transformée de Fourier f chapeau de oméga. Pareil pour la deuxième condition initiale, du sur dt, du chapeau sur dt, de oméga est de 0 est égal à la transformée de Fourier de g. Ok, voilà, tout ça on sait faire. On voit donc maintenant que l'expression d'équation dérivée partielle, on la transforme en équation différentielle ordinaire, comme j'ai déjà dit, juste en faisant passer ce terme-là à gauche. Ça nous donne d2 sur dt2 de u chapeau, plus oméga 2 c2 u chapeau égale 0. Et ça, c'est vraiment une équation différentielle qu'on sait résoudre les yeux fermés, normalement, maintenant. Sa solution est de la forme u chapeau de oméga et t égale a cos c oméga t plus b sinus c oméga t. Le seul petit truc ici, il faut bien être attentif au fait qu'on a résolu en temps uniquement ici, que donc les coefficients peuvent dépendre de oméga, pas nécessairement, ça dépend des conditions initiales, comme on va le voir tout de suite, mais donc a et b peuvent dépendre de oméga. C'est précisément en allant voir les conditions initiales qu'on va pouvoir trouver les formes de a et de b. Donc on considère la condition initiale, la première, u de x est de 0. On voit que si on fixe u de oméga est de 0, ça donne cos de 0 qui fait 1, donc à oméga, plus b fois 0 qui disparaît. Du coup on a u chapeau, donc on va transformer de u de oméga est de 0, qui est égal à a de oméga, et qui est égal aussi, d'après la condition initiale qui est là, à la transformée de Fourier de f. Donc là on a simplement a oméga égale f oméga. Et si maintenant on fait la même chose sur la deuxième condition initiale, donc on prend la dérivée par rapport au temps, maintenant c'est une dérivée droite, en un sens de u chapeau oméga 0, donc là on dérive ça par rapport au temps, le cos ici devient un sinus, qui pris à t égale 0 va faire 0, donc ce terme-là disparaît en fait. La dérivée de sinus c'est cosinus, mais comme on dérive par rapport au temps, ça fait sortir un terme c oméga, et donc quand on prend ça à l'instant initial, ça fait c oméga b de oméga cosinus c oméga t, pour t égale 0, le cos fait 1, et donc au total, tout ce qui nous reste, c'est c de oméga fois b de oméga, enfin c oméga fois b de oméga. Et donc ça, c'est la condition initiale qui est là, qui est donc égale à g de x, et donc par transformation de Fourier à g chapeau de oméga. Et donc on a cette fois-ci que, par inversion directe, b de oméga égale 1 sur c oméga g chapeau, enfin g transformée de Fourier de g, pardon. Donc au total, on voit que la solution
dans le monde des oméga, en fait. U chapeau, la transformée de Fourier de U oméga t, est égal à f de oméga cos c oméga t plus 1 sur c oméga g de oméga sinus c oméga t. Donc là, on a la solution dans l'espace de Fourier. Maintenant, il faut revenir dans l'espace réel, si je puis dire, en prenant la transformation de Fourier inverse de cette solution-là. Ce qui va s'écrire, du coup, intégrale de moins à l'infini, de f de oméga cos c oméga t, plus 1 sur c oméga g de oméga sinus c oméga t, fois exponentielle moins i oméga x d oméga. Voilà. Et cette fonction-là, qui est bien une fonction de x, sera la fonction e de t, sera la fonction u de x et de t. Donc là, ce qu'on voit, c'est la résolution de l'équation des ondes avec ces deux types de conditions initiales. Prenons un exemple qu'on va traiter, alors pour le coup complètement, et on va voir un peu ce que ça peut donner en termes de difficulté de résolution. Donc, on va résoudre pour x compris entre moins l'infini et l'infini. Je n'avais pas précisé ça avant, je l'ai dit à l'oral, mais donc implicitement, là, on est sur un domaine infini, sur un espace unidimensionnel infini, et pour t positif, on résout d2u sur dt2 égale d2u sur dx2. Et le c est égal à 1, là on fait l'hypothèse que la vitesse de propagation est de 1 mètre par seconde, voilà, ce que vous voulez, dans l'unité que vous voulez. Ça nous donne du coup, pour les conditions initiales qu'on va prendre, enfin ça ne donne pas du coup, on a par ailleurs comme condition initiale u de x et de 0 égale 1 sur 1 plus x carré, et comme condition initiale du sur dt en x et 0 égale à 0. Donc on a en fait un système qui est déformé suivant 1 sur 1 plus x2, voilà, et qu'on relâche, mais qui n'a pas de vitesse initiale. Maintenant, on prend la transformation de Fourier. Donc c'est comme tout à l'heure, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que le c disparaît puisqu'il est égal à 1, et donc on obtient que d2 sur dt2 de u chapeau est égal à moins oméga carré u chapeau. Ce qui nous donne cette équation différentielle ordinaire, d2 sur dt2 de u chapeau plus oméga carré u chapeau égale 0, dont les solutions sont bien connues. Comme on vient de le voir juste avant, on obtient a de oméga cos oméga t plus b de oméga sinus oméga t, il n'y a plus le c à nouveau, parce qu'il est égal à 1, je vais arrêter de le dire dorénavant, pour la situation qui nous concerne. Maintenant, on va aller voir d'après les conditions initiales, on voit que a de oméga va être égal à la transformée de Fourier de u, alors c'est de oméga et de 0, il y a un x par copier-coller qui s'est glissé, ça va être égal à la transformée de Fourier de 1 sur 1 plus x carré. D'accord. Et le b de oméga, ce sera la transformée de Fourier de 0 qui fait 0. Donc b de oméga est égal à 0, donc notre solution n'inclut pas le terme b de oméga ici, il est égal à 0. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver la transformée de Fourier de 1 sur 1 plus x carré. Alors pour ça, on va faire appel à quelque chose qu'on a fait dans le cours précédent, où on introduisait les transformations de Fourier. On avait vu que la transformée de Fourier de exponentielle de moins valeur absolue de x, qui est égale à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de exponentielle moins valeur absolue de x, exponentielle i oméga x dx, était égal, ça je ne le remontre pas ici, vous pouvez aller le vérifier, est égal à 1 sur pi facteur de 1 plus oméga 2. Et là on voit que cette forme-là ressemble vachement à celle-là. Donc en fait on va juste un petit peu arnaquer le système. On va écrire du coup, comme on a le droit par ailleurs pour l'instant, que exponentielle de moins de valeur absolue de x est égal à la transformation de Fourier inverse de ce terme-là, c'est-à-dire intégrale de moins l'infini à l'infini de 1 sur pi fois 1 plus oméga carré, exponentielle moins i oméga x d oméga. Et on va changer x en moins x. D'accord. Ça nous fait du coup, alors, valeur absolue de moins x ou valeur absolue de x, c'est la même chose, donc ça ne change pas ici. Ça fait toujours exponentielle de moins valeur absolue de x sur 2, égale, et cette fois-ci, on va écrire, j'ai divisé par 2 des deux côtés. Désolé, donc on divise par 2 des deux côtés, et le 1 sur pi on le sort, donc ça nous fait 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de 1 sur 1 plus oméga 2, exponentielle i oméga x d oméga. Parce que quand on passe de x en moins x, ça ne change pas le d oméga, il reste le même. Et donc maintenant, juste par un jeu d'écriture, on n'a plus qu'à intervertir x par oméga, et on voit que la transformée de Fourier de 1 sur 1 plus x carré, exponentielle i oméga x dx, donc ça c'est bien la relation de la transformée de Fourier si on remplace oméga par x, de 1 sur 1 plus x carré, c'est exponentielle moins valeur absolue d'oméga sur 2. Et voilà comment on a pu la trouver. Donc là, c'est. Alors quand on utilise transformée de Fourier de façon générale, il ne faut pas hésiter à aller voir des tableaux de transformée de Fourier, il en existe des palanqués qui ont été résolus.
Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir, mais on voit comment on peut faire quand on a une transformée de Fourier dans un sens. On peut trouver du coup, si toutes les conditions de convergence sont bien réunies, ce que je n'ai pas trop vérifié là, mais ça effectivement ça s'intègre gentiment. Si donc toutes les conditions de convergence sont réunies, on peut faire la transformée de Fourier inverse et en obtenir la transformée de Fourier de l'une de l'autre. Voilà, comme on l'a fait ici. Donc ça y est, on a réussi à trouver la transformée de Fourier de 1 sur 1 plus x carré. D'accord. Et donc ce qu'on obtient, c'est que transformée de Fourier de 1 sur 1 plus x carré, c'est l'exponentielle de moins valeur absolue de oméga sur 2. Et ça doit être égal à A de oméga. Très bien, et du coup, ce qu'on a, c'est que la transformée de Fourier de la solution, U chapeau oméga t, c'est exponentielle moins oméga en valeur absolue, cos oméga t sur 2. Voilà. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est revenir dans le monde des x, mais pas rester dans le monde des oméga. Donc oméga, c'est le monde des fréquences, spatiales en l'occurrence, le monde des x, c'est le monde réel. Et donc u de x et t, c'est la transformée de Fourier inverse de u chapeau. Donc c'est intégrale de moins à l'infini, de exponentielle moins valeur absolue d'oméga, cos oméga t sur 2, exponentielle moins i oméga x d oméga. Donc voilà. Souvent, vous verrez la solution s'arrêter là, parce qu'on dit, on a trouvé la solution, ça, finalement, formellement, on peut le calculer, éventuellement numériquement. Il y a pas mal de bouquins sur les équations dérivées partielles qui vont s'arrêter à cette étape-là. Je trouve que c'est intéressant d'aller un peu plus loin pour voir que, d'une part, ça marche, et d'autre part, c'est parfois pénible, effectivement, même pour un problème aussi simple, de trouver la forme exacte. Donc, pour trouver cette intégrale-là, trouver le résultat de cette intégration, on doit couper l'intégrale en deux termes. Pour les oméga négatifs, donc de moins l'infini à 0, moins valeur absolue d'oméga, c'est juste exponentielle oméga, là. D'accord, parce que l'oméga sont négatifs, on a bien un argument négatif ici, cos oméga t sur 2, exponentielle moins i oméga x d oméga. Et pour les oméga positifs, donc de 0 à l'infini, moins valeur absolue d'oméga, c'est moins oméga, donc on obtient cette intégrale-là, exponentielle moins oméga, cos oméga t sur 2, exponentielle moins i oméga x d oméga. Okay. Donc maintenant on a deux intégrales à résoudre, on va se concentrer sur la première. Et donc on multiplie les deux exponentielles ensemble. Du coup, alors attendez, est-ce que j'ai bien pris la première? Non, j'ai pris la deuxième. 1 moins x. Alors attendez, ça fait oméga facteur de... Non, j'ai bien pris la première ici. Désolé, je refais le calcul dans la tête. Donc si on prend exponentielle de oméga fois exponentielle de moins i oméga x, ça fait exponentielle de oméga moins i oméga x, ça fait exponentielle de oméga facteur de 1 moins i x. D'accord, donc c'est bien ça. Et le tout est multiplié par cos oméga t. D'accord, donc ça s'intègre par partie, c'est tout à fait classique comme type d'intégrale. Vous voyez que là j'ai fait sauter le coefficient ennemi qui apparaît là. Il faudra y penser à la fin à le remettre, mais voilà, ça me casse les pieds de traîner un terme ennemi qui sert à rien. Donc par la méthode DI, on va dériver exponentielle oméga 1 moins ix. On intègre par rapport à oméga, donc on dérive par rapport à oméga. Donc la dérivée première c'est 1 moins ix exponentielle oméga 1 moins ix. Et la dérivée seconde c'est 1 moins x au carré exponentielle oméga 1 moins ix. Cos oméga t, on va le primitiver par rapport à oméga. Donc sa primitive, c'est sinus oméga t sur t. Et la primitive de celle-là, c'est moins cos oméga t sur t2. Okay. Donc cette intégrale-là, on va pouvoir l'intégrer par partie sans problème. Ça nous fait que l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle oméga 1 moins x cos oméga t d oméga est égale à faire ce terme-là fois ce terme-là, plus moins par moins qui finalement va faire plus ce terme-là fois ce terme-là, plus avec le moins qu'il a qui va en faire moins l'intégrale qui est donnée par cette ligne-là. Si vous vous rappelez plus de tout ça, je vous laisse aller vérifier le cours sur l'intégration par partie par la méthode DI. Ça permet de gagner des lignes et des lignes de calcul et d'éviter de faire des erreurs sur les coefficients. Donc voilà, je l'encourage très fortement. Du coup, le premier terme, comme je l'ai dit, ce sera exponentielle oméga 1 moins x fois sinus oméga t sur t. C'est ce terme-là, plus, moins par moins qui fait plus 1 moins x exponentielle oméga 1 moins x fois cos oméga t sur t2. C'est ce terme-là, le tout pris entre moins l'infini et 0. D'accord, moins, parce que là on a un plus et fois le moins, l'intégrale de cette ligne, 1 moins i x au carré, exponentielle oméga 1 moins ix, fois cos oméga t sur t2. 1 moins x au carré sur t2, on peut le sortir de l'intégrale, parce que ça ne dépend pas de oméga, donc ça nous fait 1 moins x au carré sur t2, fois l'intégrale du début qu'on avait là. D'accord, donc c'est ce qu'on a pour les produits d'exponentielle et de cos, quand on intègre par partie, on intègre 3 fois, en quelque sorte, et on finit par retomber sur la même intégrale à un coefficient près. Okay, donc on va faire passer ce terme de l'autre côté, on va factoriser par l'exponentielle qu'on cherche, ça nous fait intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle oméga 1 moins x cos oméga t d oméga, avec en plus un facteur devant que j'ai déjà viré, que j'ai déjà fait passer à droite, pour parler moins prosaïquement, qui est 1 plus
pardon, oui c'est ça, 1 plus 1 moins x carré sur t2, d'accord, qui multiplie ce terme-là et qu'on va faire passer à droite directement. Et donc, on divise par ce terme en 1 plus 1 moins x au carré sur t carré, on le met au même dénominateur, donc ça nous fait t2 plus 1 moins x au carré, et comme on passe de l'autre côté, ça inverse les deux, donc on a bien t2 plus 1 moins x au carré au dénominateur, et le t2 qui est là, en fait, on le fait rentrer dedans, parce que t2 fois 1 sur t, ça fait le t, qui multiplie le sinus oméga t, et t2 par t2, là, ça fait 1. D'accord. Et on sort, on factorise par exponentielle oméga 1 moins x, qui est présent sur les deux, là, et qui passe devant. Ok, et donc c'est ça maintenant dont on doit prendre la valeur entre 0 et moins l'infini. Alors, pour aller vite, parce qu'on va aller vite, hein, c'est pas la peine de passer des heures sur ce terme-là, on voit que en moins l'infini, ce terme-là va écraser tout le monde et ça va tendre vers 0. On va avoir du exponentiel de oméga fois exponentielle de moins i oméga x, qui dont la norme vaut 1. Toutes ces fonctions-là, quand on fait varier oméga, varient autour de la valeur de t, mais comme on n'est pas fonction de t, de x et des constantes, hein, pour nous, donc c'est des trucs qui oscillent entre des valeurs finies, donc tout ça est écrasé par l'exponentielle. Donc en moins l'infini, tout ça fait 0, et en 0, ce terme-là fait 1, d'accord, ce terme-là fait 0, et ce terme-là fait 1. Donc tout ce qui nous reste, c'est en 0, 1 moins x sur t2 plus 1 moins x carré. D'accord. Donc c'est tout ce qui reste de cette expression-là, longue et pénible. Ok, et si vous faites la même opération sur l'autre intégrale qu'on n'a pas traitée ensemble, que je ne vais pas refaire, parce que c'est vraiment la même chose 2 fois de suite, donc si vous réintégrez cette expression-là, vous trouvez un résultat qui est 1 plus ix sur t2 facteur de 1 plus ix au carré. Okay. Donc ça y est, on a su faire nos deux intégrations ici. Maintenant, pour trouver la solution, on n'a plus qu'à faire la somme des deux termes qu'on a trouvés, donc ça fait u de x et de t est égal, et là c'est le facteur 1,5 que j'avais viré tout à l'heure, qu'il faut bien penser à remettre, 1,5 de 1 plus x sur t2 plus 1 plus x au carré, plus 1 moins x sur t2 plus 1 moins x carré. Bon, c'est pas très joli encore sous cette forme-là, parce qu'on a des i qui traînent partout, et nous on est dans le monde réel, on n'a pas de raison d'avoir des termes imaginaires, donc on va voir ce que ça donne en triturant les relations. On le fait, on passe au même dénominateur, d'accord. Donc on multiplie de part et d'autre par ce qui est ici, on fait toutes les opérations, là j'ai sauté un certain nombre d'étapes, je vous laisse faire les calculs, hein. Vous trouvez cette forme, et puis vous mettez au même dénominateur, donc vous multipliez ça par ça, ça vous donne le dénominateur du bas, et donc ce qu'on obtient c'est cette fonction-là, t2 plus 1 plus x au carré, alors j'ai mis en parenthèse, on va voir après pourquoi, sur t4 plus t2 facteur de 2 moins 2x carré plus 1 plus x carré au carré. Ok, bon bah voilà, c'est notre résultat. Donc on a une fonction qui est bien réelle au final, hein, les i ont tous disparu, on a bien une fonction totalement réelle. Donc on vérifie, on va le faire tout de suite facilement, celle-là, que u de x et de 0 est égal à 1 sur 1 plus x carré. Là maintenant, si on prend t égale à 0, ce terme-là fait 0, celui-là fait 0. Tout ce qu'on a, c'est 1 plus x carré sur 1 plus x carré au carré, c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse. Hein. Il se simplifie une fois, et donc il reste 1 sur 1 plus x carré. Donc on respecte bien la condition initiale. Les deux autres à vérifier sont un peu plus casse-pieds. Donc là, je vous suggère, si vous voulez le faire rapidement, c'est un bon exercice, hein, mais c'est un peu pénible, d'utiliser des logiciels de calcul analytique, parce que là, c'est juste pour vérifier. Donc moi, personnellement, j'utilise Maxima, enfin WX Maxima, qui est un logiciel libre, qui fait des heures de calcul. Vous avez aussi des logiciels payants que je ne nommerai pas, qui font ça très bien. Et donc, on peut facilement vérifier que, grâce à ce logiciel, c'est un peu casse-pied à faire sinon, que la dérivée partielle par rapport au temps pris en 0 fait 0, d'une part, et d'autre part, que la dérivée seconde par rapport au temps est égale à la dérivée seconde par rapport à x. D'accord, et que donc on satisfait bien l'équation aux dérivées partielles, on satisfait bien cette condition initiale, ça on l'a fait ensemble, qu'on vérifie bien l'autre condition initiale. Donc tout ça marche bien. Et maintenant, on va pouvoir tracer, on se rappelle juste qu'on avait pris une vitesse de propagation qui était égale à 1. Donc quand on trace, ici on a la fonction qu'on a trouvée comme solution au temps initial. Si vous tracez 1 sur 1 plus x carré, vous trouvez exactement ça, il n'y a pas de problème. Et après on voit à temps 0,5, à temps égal à 1, à temps égal à 2, à temps égal à 6, 4, puis 6. Ce qu'on voit d'abord, c'est la vitesse de propagation qui est respectée, à savoir que pour au temps 1, on voit que notre chapeau, là, notre maximum, est obtenu pour 1 en fait, au temps 2, on obtient le max à 2, puis au temps 4 à 4 et au temps 6 à 6. Donc on voit bien la propagation avec une vitesse de 1 ici, il n'y a pas de problème. Et on voit que notre pic initial se coupe en deux ondes qui se propagent chacune de leur côté, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite. Bon, on prend note de ça. Et maintenant on se rappelle d'autre chose, c'est qu'on avait vu dans le cours d'avant une solution de l'équation des ondes qui s'appelait la solution de d'Alembert.
Donc on avait plus ou moins vu, on n'avait pas démontré complètement, on l'avait démontré avec les séries de Fourier. Là, on va le redémontrer après avec les transformés de Fourier, mais on va juste l'appliquer, pour le coup. On se rappelle que dans le cas du problème initial qu'on avait vu, u de x et de t, la solution de d'Alembert, c'est 1 demi de f de x moins ct plus f de x plus ct plus 1 sur 2c, intégrale de x moins ct x plus ct de g de s ds. Où f et g sont les conditions initiales comme on les a présentées jusque-là. Donc pour nous, ici, on applique. Notre condition initiale, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et bien donc je l'applique non pas à x, mais à x moins t et à x plus t, puisque c est égal à 1. Donc ça fait 1 demi de 1 sur 1 plus x moins t au carré plus 1 sur 1 plus x plus t au carré. D'accord? C'est exactement ça que j'applique ici et là. Plus, là on avait 0 pour g, donc plus 0. Ok, on met au même dominateur les deux termes qui sont là. Donc là, ça nous fait du 1 plus x plus t au carré. Ici, ça nous fait du 1 plus x moins t au carré. D'accord? Donc ça nous fait bien ça. Il y a le 1,5 devant. Hein. Et en bas, on a le produit de ces deux termes-là. Si vous faites tous vos calculs, vous trouvez cette... si vous développez tout, là, vous trouvez cette relation-là, qui est t2 plus 1 plus x carré sur x4 moins 2t2 x2 plus 2x2 plus t4 plus 2t2 plus 1. Et ça, en bas, ça se factorise à nouveau si on veut. Exactement comme on l'a vu le coup d'avant, on retrouve bien la même solution avec la solution de d'Alembert. Alors voilà, vous voyez que ça a été beaucoup moins compliqué à produire comme solution par la solution de d'Alembert que par la transformation de Fourier. On trouve bien la même chose, mais c'est beaucoup moins pénible quand on parle de cette solution-là. Donc c'est quand même rentable pour ce type d'équation quand on a des solutions semi-analytiques, disons, parce qu'il y a quand même une petite intégrale ici, mais simple en tout cas à produire, plutôt que de passer par la transformation de Fourier. Bon, mais on voit que ça marche, la transformation de Fourier nous donne bien le bon résultat, et donc on en est tout à fait content. Voilà. Et donc maintenant, pour finir, on va démontrer la solution de d'Alembert par la transformation de Fourier. Puis on fera un petit commentaire, et ça clorera le cours du jour. Donc on considère le problème dont on est parti, hein. Donc d2u sur dt2 égale c carré d2u sur dx2, avec comme condition initiale u de x et de 0 égale f de x, et du sur dt de x à temps initial égale g de x. Okay. Donc c'est un problème fétiche pour l'instant. On va le diviser en deux problèmes, un problème en V, un problème en W, comme on avait appris à le faire hein, dans les cas précédents. Quand on a deux conditions comme ça, on peut le faire. Le problème en V va prendre en charge la condition u de x et de 0 égale f de x, et il aura pour condition initiale, pour sa dérivée, dv sur dt égale à 0 en x et 0. Et le problème en W va prendre en charge la condition initiale g de x. Et en revanche, w de x et de 0 sera égal à 0. Et du coup, si on prend u égale à v plus w, on satisfait bien ce problème-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc allons-y. On prend la transformée de Fourier, maintenant on résout le problème en v. Hein. On prend la transformée de Fourier, donc ça fait comme on a fait le coup d'avant, hein, ça fait d2 sur dt2 de v chapeau, plus, je suis allé directement au résultat, hein, c2 oméga 2 v chapeau égale 0. Ok, donc c'est une équatif qu'on sait résoudre, hein. Il n'y a pas de problème. Les conditions initiales, elles deviennent v chapeau égale f chapeau, et d sur dt de v chapeau égale 0. Ok. Du coup, comme on a vu dans la situation précédente, la solution en sinus disparaît, le a de oméga est égal directement à f chapeau, là, f de oméga. Et donc on a v chapeau de oméga et t égale f chapeau de oméga cos oméga ct. Okay. Donc ça, c'est pas... c'est tout à fait la même chose que ce qu'on a vu dans les deux cas précédents, dans le cas général, puis dans l'exemple appliqué, donc il n'y a vraiment rien de surprenant ici. Et maintenant, il nous faut prendre la transformée de Fourier inverse pour trouver v de x et de t, c'est-à-dire intégrale de moins l'infini à l'infini de f chapeau de oméga, cos oméga ct, exponentielle moins i oméga x d oméga. Okay. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse, et pour ça, on va prendre cos oméga ct et on va donner son expression en exponentielle complexe. Donc si vous ne vous rappelez pas de ça, allez voir un petit cours sur les complexes, je ne vais pas le faire ici. On se rappelle juste hein, que cos de x c'est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, à cause de l'exponentialité θ et la formule de l'air. Donc on obtient du coup cette intégrale de moins l'infini à l'infini est égale à maintenant f chapeau fois exponentielle i oméga ct plus exponentielle moins i oméga ct, le tout sur 2, exponentielle moins i oméga x d oméga. Okay. Voilà, juste le cos oméga qui est devenu ça. Et maintenant on coupe en deux intégrales. On regroupe le i oméga ct avec le moins i oméga x dans une intégrale, et le exponentielle moins i oméga ct avec l'exponentielle moins i oméga x dans une autre intégrale. Et donc ce qu'on a, c'est intégrale de moins l'infini à l'infini, de f chapeau de oméga, exponentielle, alors juste pour pas se gourer, ça c'est bien le premier, moins i oméga x, d'accord, moins par moins qui fait plus i oméga ct, donc c'est celui-là, et l'autre c'est moins i oméga x plus ct,
quand d oméga. Et on voit le x moins ct, le x plus ct qui apparaissent de la solution de d'Alembert. Et donc si on regarde bien, cette expression-là, qu'est-ce que c'est? C'est la transformée de Fourier inverse de f, avec comme variable non pas x, mais x moins ct. Donc ça, ce sera f de x moins ct. Et ça, c'est la transformée de Fourier inverse de f, avec comme variable non pas x, mais x plus ct. Donc on obtient bien au total 1,5 de f de x moins ct, plus f de x plus ct. Donc on a déjà trouvé la moitié de la solution d'Alembert. L'autre moitié qu'il faut qu'on trouve maintenant, c'est la solution pour w. Donc cette fois-ci, on se tourne vers le deuxième problème, le problème sur w, et on le met sous forme d'équatif, comme toujours. On obtient d2 sur dt2 w chapeau, plus c2 oméga 2 w chapeau égale 0. La w chapeau est égale à 0. Et c'est d sur dt de oméga chapeau qui est égal à la transformée de Fourier de g. Ok. Donc cette fois-ci, on obtient la même chose que le coup d'avant, à savoir qu'on a un des deux termes qui disparaît, mais cette fois-ci c'est le terme en cosinus, à cause de cette condition initiale-là. Donc a de oméga est égal à 0. Le b de oméga, on l'a vu, je vous laisse le revérifier si vous ne l'avez pas noté, que le b de oméga, il était bien égal à g, la transformée de Fourier de g, fois 1 sur oméga c, à cause de la relation quand on prend la transformée de Fourier de la dérivée. Donc, quand on dérive je vais y arriver. Quand on dérive la solution en sinus oméga ct. Et donc on a ça comme w, comme transformée de Fourier de w. Et maintenant à nouveau on va prendre la transformée de Fourier inverse, donc c'est parti. On écrit du coup que w de x et t est égal à 1 sur c. J'ai sorti le c parce qu'on avait le droit de sortir, c'est une constante. En revanche l'oméga on ne peut pas le sortir parce que là on intègre par rapport à d oméga. Donc de g de oméga sur oméga, sinus oméga ct, exponentielle moins i oméga x d oméga. Là, on va à nouveau produire la forme du sinus dans son exponentielle complexe. Alors cette fois-ci, c'est exponentielle. Alors sinus θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2i. D'où le i qui est apparu là, le 2 qui est sorti devant. Et j'ai directement fait le produit des exponentielles complexes avec le exponentiel i oméga x. Et donc on obtient ces deux intégrales-là, moins l'infini à l'infini de g de oméga sur i oméga, exponentielle moins i oméga, x moins ct d oméga, et ici cette intégrale-là. Et maintenant il faut se rappeler de cette propriété qu'on avait vue sur les transformations de Fourier, que la transformée de Fourier de l'intégrale de 0 à x de g de s ds est égale à moins 1 sur i oméga transformée de Fourier de g. Alors là ça tombe bien, parce qu'on voit traîner des termes qui ressemblent furieusement à ça, à savoir que là, on a du g de oméga sur i oméga, et voilà. Bon, j'aurais peut-être dû écrire ça un peu plus explicitement, mais c'est pas grave. Du coup, je vous laisse le vérifier de votre côté si ça vous turlupine. Mais donc, on se retrouve avec l'intégrale de 0 à non pas x, mais x plus ct dans un cas et x moins ct dans l'autre, étant donné ce qu'on a dans l'exponentielle ici. Donc ça nous fait du x plus ct, du x moins ct, pardon, j'ai fait un copier-coller rapide. Oui, alors là, à la volée, je vais me gourer, donc il y en a un des deux qui a un moins, je ne sais plus lequel c'est. Logiquement, c'est celui-là, qui doit avoir un x moins ct. Ok, g de sds, comme on a ici, plus 1 sur 2c, intégrale de 0, à x plus ct de g de sds. Et là, le moins, on le fait rentrer dans l'ancienne intégrale en intervertissant les deux bornes. Donc ça fait intégrale de x moins ct à 0. Avec 1 sur 2c, on factorise, on fait la somme des deux intégrales parce qu'on peut. Donc on les antichale, si je puis dire. Donc l'intégrale de x moins ct à 0 plus intégrale de 0 x plus ct, c'est l'intégrale de x moins ct à x plus ct de g de sds, avec 1 sur 2c devant. Et ça, c'est le deuxième terme de la solution d'Alembert. Donc finalement, on a u égale v plus w. Du coup, ça devient 1,5 de f de x moins ct plus f de x plus ct, plus 1 sur 2c, intégrale de x moins ct à x plus ct de g de sds. Et on a redémontré à nouveau la solution d'Alembert, avec cette fois-ci des conditions moins fortes que quand on l'avait fait pour la série de Fourier, parce que la transformation de Fourier, elle peut gérer les cas pour x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Néanmoins, il faut bien voir que la solution d'Alembert est encore plus générale que les solutions qu'on pourra obtenir par transformation de Fourier, parce qu'elle est valide même pour des fonctions qui ne sont pas transformables par Fourier, qui ne divergent pas, qui ne tendent pas vers 0 correctement, vers l'infini. Ça vous donnera quand même des solutions valides de votre équodif. Donc, petit commentaire pour l'équation des ondes à une dimension. Il faut bien voir que c'est très rentable en fait d'utiliser la solution d'Alembert.
Néanmoins, ce qu'on a pu voir ici, c'est comment on appliquait la transformation de Fourier, comment on obtenait le résultat pour l'équation des ondes. On a vérifié grâce à la solution d'Alembert qu'on avait bien la même chose. On a vu à quoi ressemblait la solution, ok, elle est pas débile du tout. Et on se rappelle quand même que la solution d'Alembert est mieux pour l'équation des ondes à une dimension. Donc. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, enfin pour ce cours. Et puis dans la suite, là, juste pour annoncer un tout petit peu, on va regarder l'équation de la chaleur à une dimension, l'équation de la place à deux dimensions, là pour le coup, forcément, je parle de dimension spatiale. Et puis, on verra un tout petit peu comment on résout dans les cas multidimensionnels, et après, on passera, je pense, à la transformée de la place. Je ne sais pas encore, il faut que je vois tout ça. Bref. Sur ces perspectives, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos mathématiques aventures.